Bien, écoutez, si vous voulez bien, nous allons commencer cette audition. Et je vais commencer par vous remercier d'avoir répondu à cette invitation pour échanger sur la question de l'eau. Donc nous avons aujourd'hui à 17 h une audition avec M. André Bernard, vice-président de l'APCA et président de la Chambre d'agriculture de PACA, accompagné de Garance Sinstrunk, chargé de mission eau à la PCA. Et donc merci de votre présence et de consacrer un petit peu de temps pour cette audition, d'ailleurs, qui fait l'objet d'une captation vidéo, m'a-t-on dit, et qui donc vise à éclairer les membres de cette mission d'information de l'eau qui a été lancée par le Sénat début février. Donc vous voyez que ça fait déjà un certain nombre de mois que nous travaillons et que nous faisons des auditions, et à la demande du groupe socialiste du Sénat. Et c'est donc une mission transpartisane où tous les groupes politiques sont représentés. Le rapporteur est donc Hervé Gillet, sénateur de Gironde, qui connaît parfaitement tous ces problèmes de l'eau, étant impliqué dans toutes les associations concernant l'eau dans le département de Gironde. Et dans ce temps, donc, il s'agit de vous entendre en tant qu'expert, sachant que, comme vous le savez, le changement climatique nous met en tension dans le domaine de l'eau, et ces 2 dernières années, 2022 et 2023, qui continuent en termes de sécheresse estivale, alors peut-être pas trop dans le sud depuis quelques jours, puisque je crois qu'il est tombé des grandes quantités d'eau, mais enfin, c'est pas ça qui va remonter les nappes, malheureusement. Donc, ce que nous souhaitons savoir, c'est par rapport au travail que vous faites dans les chambres d'agriculture. On a auditionné déjà beaucoup d'organismes agricoles, les syndicats agricoles, les coopératives, les semenciers, les syndicats d'irrigants. Donc, vous voyez qu'on a fait beaucoup pour aussi le domaine agricole. Les objectifs, d'abord, est-ce qu'ils sont adaptés concernant la ressource en eau, les instruments juridiques, organisationnels ou encore financiers de la politique de l'eau, est-ce qu'ils sont efficients? Que faut-il changer pour gérer au mieux la ressource en eau à l'échelle nationale, mais également territoriale, pour atteindre les objectifs de qualité et de quantité et pour assurer la conciliation de la pluralité des usages de l'eau? Voici nos préoccupations. Et aujourd'hui, on voudrait vous entendre plus particulièrement sur l'usage agricole, bien sûr, de l'eau, en mettant l'accent sur l'irrigation et la problématique que je sais sensible, qui sont les réserves de substitution, sur la manière également de mener à bien les concertations locales autour d'un usage raisonné de l'eau, qui assure à la fois la pérennité de l'activité agricole et le partage équitable d'une ressource qui malheureusement se raréfie. Donc voilà en quelques mots la présentation de notre mission, et je vais laisser la parole à mon collègue Hervé Gillet qui va continuer dans son domaine de questions et peut-être que vous présenterez après, si vous le permettez, pour cette audition importante aussi. Merci, Monsieur le Président. Cher ami, je tiens à vous remercier bien sûr pour votre disponibilité, remercier aussi mes collègues d'être assez nombreux pour cette audition. Vous donner quelques éléments peut-être de là où nous nous situons par rapport au déroulé de la mission d'information, ce qui vous permettra de comprendre d'ores et déjà quels sont les enjeux ou les sujets sur lesquels il nous semble important d'approfondir nos travaux et sans doute nos propositions. La confortation, bien sûr, d'une gouvernance par bassin. Tout le monde s'accorde à ce niveau-là. Mais cette confortation, s'appuyant bien sûr sur les comités de bassin et les agences de l'eau, interroge quand même la qualité des gouvernances, même à l'échelle des comités de bassin, qui parfois sont un peu lourds, pas suffisamment partagés, mais il peut y avoir quelques questionnements aujourd'hui à ce niveau-là. Sous la gouvernance par bassin, pour l'améliorer, il faut améliorer aussi la connaissance de la ressource disponible, ce qui n'est pas toujours le cas, en fait. Donc il faut améliorer les systèmes, les bases de données,
et d'analyse beaucoup plus fine de la connaissance des ressources. Toutes les nappes ne sont pas encore forcément bien connues, notamment les nappes souterraines aujourd'hui, mais pas que. Et la nature de fonctionnement des nappes n'est pas toujours bien maîtrisée encore aujourd'hui. Or, on s'aperçoit qu'il y a une singularité qui s'affirme de plus en plus quand on met en place un projet. Le projet, souvent, il est singularisé par son environnement, par son territoire. Il n'y a pas de dogme qui s'applique, mais il y a forcément des études spécifiques de singularité à mettre en place. Encore faut-il en avoir les moyens. Meilleure connaissance de la ressource, mais meilleure connaissance aussi des consommations, ce qui là également n'est pas toujours le cas. Il y a encore des trous dans la raquette pour affiner véritablement la connaissance au niveau de la ressource, car si on veut améliorer la gouvernance et notamment l'approche négociée et partagée de la ressource à l'échelle d'un bassin, encore faut-il bien maîtriser ces sujets-là, et ça semble partagé par l'ensemble des parties prenantes aujourd'hui, mais ça veut dire quand même des investissements et des travaux importants pour améliorer cette connaissance. La gouvernance par bassin, il faudra la croiser avec les politiques territoriales. Comment les politiques territoriales déclinent également les objectifs de la gouvernance par bassin à tous les niveaux. La région dans l'accompagnement des filières économiques, quelles qu'elles soient, industrielles mais évidemment agricoles. Toutes les régions n'ont pas forcément contractualisé au niveau des fonds européens pour accompagner la profession agricole dans tous les domaines, ou les domaines possibles. Donc il y a une question de déclinaison des politiques territoriales, l'implication donc des régions dans le caractère économique, mais de planification. Vous voyez bien qu'au niveau des SRADET, aujourd'hui, il y a des éléments de planification qui montent aussi en puissance. Il faut voir comment ils arrivent ensuite sur le terrain. La réinterrogation du positionnement des conseils départementaux pour les resécuriser sur une partie de leur engagement ou de leurs compétences, parce que la loi NOTRe et MAPTAM avaient induit un certain nombre d'interrogations juridiques. Or, l'ingénierie de proximité peut être particulièrement utile dans l'accompagnement au niveau des territoires. Donc aujourd'hui, on réinterroge. Derrière, c'est l'amélioration ou des préconisations pour que la science fondamentale, la science appliquée, et ensuite la cristallisation sur les process industriels se déroule dans les meilleures conditions. Or, le système national semble assez complexe, en fait, sur les moyens qui sont alloués et comment ces moyens sont alloués dans un meilleur bénéfice. Et ça interroge aussi le poids des régions dans ce cadre de figure. On ira sans doute vers une affirmation de la déclinaison de la gestion de l'eau dans les politiques d'urbanisme, les SCOT et les PLUI, puisque notamment sur les SCOT, la meilleure façon d'accueillir les populations, c'est aussi de s'interroger sur la ressource disponible, mais également sur une meilleure gestion de cette ressource dans la perméabilisation des sols, les stratégies qu'on peut avoir de zones humides à l'échelle des SCOT, et donc d'être aussi dans un processus négocié territorial dans ce cadre de figure. Sur les PLUI, des meilleures stratégies sur l'eau pluviale, notamment, parce que souvent l'eau pluviale est rejetée dans des réseaux séparatifs avec un manque d'approche stratégique. Il faut peut-être reprendre des pratiques pour injecter l'eau dans des milieux ordinaires, et peut-être avoir d'autres stratégies d'une meilleure utilisation du pluvial. Et donc il faut l'inscrire aussi dans les PLUI aujourd'hui pour accompagner effectivement ces politiques. Derrière, il y a les grands cycles, il y a le petit cycle, bien sûr. Derrière le petit cycle, il y a les zones de captage. Inévitablement, une augmentation des zones de protection, des zones de captage. Et derrière l'augmentation des zones de protection, des zones de captage, comment on finance les services rendus, et notamment les services rendus agricoles. Comment on met en place des politiques d'acceptabilité, voire même... si on peut arriver vers des économies un peu plus circulaires autour de la protection des zones de captage, comme le font par exemple Paris ou l'Île-de-France, ça pourrait être intéressant à certains moments d'avoir des productions qui reviennent aussi sur un cycle territorial, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais en tout cas, ce sont des sujets qui sont forcément aussi posés sur la table. Bien sûr, la réutilisation des eaux usées, bon, tout le monde aujourd'hui est d'accord, plus particulièrement sur les zones littorales, mais d'ores et déjà, on peut le faire pour l'irrigation. Et on s'aperçoit que c'est relativement peu appliqué, à certains endroits. Donc, c'est aussi des sujets qui seront travaillés. Je vous donne ces éléments-là pour vous fixer un petit peu des cadres, hein, un peu de travail. Je vais vous laisser la parole, bien sûr, pour vous présenter.
le rôle, bien sûr, de la Chambre d'agriculture France, et plus spécifiquement de la manière dont vous accompagnez aussi les chambres et puis les agriculteurs sur l'évolution de ces pratiques. Et puis, on en est tous conscients, il y a un engagement aussi de responsabilité de votre part sur les nouveaux process, les nouveaux assolements, comment on peut accompagner effectivement au mieux. Nous sommes conscients qu'il y a une volonté d'effort, mais derrière la volonté d'effort, il faut savoir comment on accompagne également l'évolution des modèles économiques, puisque pour pouvoir mettre en place ou répondre à ces nouveaux enjeux, il y a aussi des contraintes qui sont importantes. Donc on est aussi conscient de cela. Ça suppose aussi une réflexion sur les stratégies d'accompagnement. Je vous laisse la parole, Monsieur le Vice-président. Merci pour cette invitation. Effectivement, avec la somme de questions que vous venez d'évoquer, je ne sais pas le temps que nous avons, mais on peut y passer la nuit, parce que c'est un sujet que je connais bien et qui me passionne, donc on va essayer quand même de gagner du temps. Alors peut-être d'abord pour me présenter très rapidement, donc je suis agriculteur sur la commune du Chaux dans le Vaucluse, sur une exploitation qui produit des légumes industrie, la tomate industrie en particulier, des semences, des céréales, des fraises hors sol et une exploitation de serres agrivoltaïques. Voilà pour l'exploitation, donc c'est mes enfants qui sont dessus. Moi aujourd'hui je fais des passages de temps en temps. Et voilà. Bon, alors après, sur mes responsabilités, effectivement, je suis vice-président national, je suis président de la Chambre régionale Sud-PACA, et je suis aussi président des irrigants des régions méditerranéennes françaises, parce qu'il y a une association qui a été créée il y a une vingtaine d'années, parce qu'effectivement on ne se retrouvait pas forcément dans le discours national, et on avait quand même quelques particularités à faire passer, parce que le sud de la France est essentiellement sur des ressources qui sont des ressources stockées et transférées. C'est reprenons le Verdon, le Rhône, qui est de l'eau qui est stockée et de l'eau. Alors, une ressource que je vais qualifier de renouvelable. Nous ne sommes pas dans des prélèvements dans des nappes profondes, ce qui est que le cas dans certains territoires, pas en France, je dis bien pas en France, mais en Espagne et au Maroc, on est en train de chercher l'eau à 300-400 mètres de profondeur pour produire des légumes qu'on nous importe et qu'on importe, alors qu'on pourrait les produire chez nous. Donc c'est aussi une question. Après, sur l'exploitation, effectivement, très rapidement, on est pratiquement tout à l'irrigation, parce que produire des légumes en régime méditerranéen, sans irrigation, c'est pas la peine d'y penser. Ça fait peut-être la une des journaux, mais ça ne fonctionne pas. Par contre, derrière, les techniques d'irrigation, parce que l'eau, elle est très chère. Et l'eau, pour moi, j'ai commencé à l'âge de 10 ans avec la pelle dans le champ. L'eau, il faut savoir l'économiser, il faut savoir la partager, mais pour faire ça, il faut qu'elle soit sécurisée. Et je vais m'expliquer. Quand on arrosait avec le canal, on poussait l'eau jusqu'au bout et on avait l'eau 2 fois par semaine, quelques heures. Quand je me suis installé, j'ai acheté des asperceurs et un enrouleur, et j'arrosais par-dessus à l'aspersion, et là je consommais 5 à 7 000 m3 à l'hectare. Quelques années après, je suis passé au goutte à goutte, et là je suis tombé à 5 000 m3 à l'hectare. Et aujourd'hui, avec des sondes de capacité, avec du pilotage automatisé, on peut descendre à 2500-3000 m3 à l'hectare. Voilà ce que sur une génération, on a réussi à faire avec les techniques que nous déployons aujourd'hui sur des cultures légumières de tomates industrie ou de semences. Bon, ça c'est, je dirais, un point. Après, pour en arriver aux chambres d'agriculture, les chambres d'agriculture, effectivement, on les accompagne, les agriculteurs, à plusieurs niveaux sur la thématique de l'eau, à commencer d'abord sur la partie conseil et accompagnement sur le plan agronomique, comment, à travers des pratiques agronomiques, de travail du sol, d'installation de couverts végétaux, de rotation ou autre, on peut diminuer le besoin d'eau pour les plantes. Comment on stocke l'eau dans le sol quand il pleut. Donc les couverts végétaux, certaines pratiques le permettent, des paillages végétalisés au pied des vignes ou au pied des arbres qui permettent de limiter l'évapotranspiration et qui permettent de garder l'eau au pied. Toutes ces pratiques-là, on est en train de les déployer. Après, sur les grandes cultures, c'est pareil, tout ce qui permet les couverts végétaux qui permettent de stocker l'eau dans le sol et le non-labour derrière, avec peut-être éventuellement un passage d'un produit qui s'appelle le glyphosate pour régler le problème. Mais voilà, donc si on laboure, on n'a pas besoin de glyphosate, mais si on veut faire du non-labour, technique simplifiée, on a peut-être besoin à un certain moment d'un peu de glyphosate. Donc ça, c'est la première partie, c'est notre cœur de métier, c'est l'agronomie, c'est comment on accompagne les techniques des agriculteurs. Est-ce que sur ce plan-là, au niveau national, vous avez une évaluation globalement de la montée en puissance de ces nouveaux process, en fait? Est-ce que ça vous permet de différencier un peu les territoires, certains qui doivent être plus en avance que d'autres sur ces pratiques? Effectivement, il y a des groupes d'agriculteurs qui sont plus sensibilisés parce que bon, quelquefois il y a la contrainte et quelquefois il y a aussi la prise de conscience d'avancer, quoi.
Donc c'est pas homogène sur le territoire, je vous l'accorde. Mais globalement, c'est quand même une prise de conscience de tout le monde de dire aujourd'hui, on sait qu'il y aura visiblement moins d'eau demain. Donc si on veut arriver à relever le défi de la souveraineté alimentaire, qui est quand même notre principale motivation, nous les paysans, c'est de produire pour nourrir, de trouver les moyens d'économiser l'eau. Et la première étape, c'est la partie agronomique. Oui, mais ça, on en est conscient. Mais ce qui peut être intéressant, c'est de voir les territoires qui sont très en avance et les territoires qui sont un peu en retrait, sur lesquels il faudrait appuyer plus fort. Permettez-moi de dire quand même que dans le sud de la France, il y a longtemps qu'on a pris conscience de ça, parce que sans irrigation et sans économie d'eau, on n'y arrive pas. C'est aussi le cas aujourd'hui, je pense, dans les zones de culture qui s'irriguaient, plus que d'autres. Il y a des zones qui irriguent plus que d'autres, parce qu'aussi en fonction des évolutions de la réglementation de la PAC, il y a des régions, vous êtes du sud-ouest, il y a des régions qui ont développé une plante qui fait peur à tout le monde, mais qui est quand même la plus efficiente de toutes, c'est le maïs, mais qui a besoin d'eau à un moment donné quand il n'en tombe pas du ciel, qu'il faut savoir stocker quand elle passe. Besoin d'eau au mauvais moment. Voilà. Mais juste là-dessus, on voit également que les groupements sont souvent assez efficaces parce qu'ils développent de l'ingénierie, de l'accompagnement, etc. Ouais. Donc on voit qu'ils sont plus offensifs, souvent sur la mise en place de ces politiques, ça c'est clair. On voit aussi que quand ils sont adossés à des contrats importants avec la filière agroalimentaire, souvent également il y a une montée en connaissances et en capacité de mettre en place des process qui sont encore plus aboutis. Oui, parce que à partir du moment où, là aussi, vous faites allusion à l'agroalimentaire, si vous n'avez pas de contrat avec de l'agroalimentaire, vous n'avez pas de contrat avec les semenciers, si vous n'êtes pas assuré de pouvoir mener la culture à terme. Aujourd'hui, je suis, par ailleurs, président des interprofessions des fruits et légumes transformés. On était tout à l'heure en réunion. Les producteurs de haricots dans le nord, en Hauts-de-France, sont en train de rendre leur contrat parce qu'ils ne pourront pas les honorer, parce qu'ils savent qu'ils n'auront pas d'eau pour irriguer. Donc la production de haricots de pleine saison et de fin d'été, aujourd'hui est en train de régresser parce qu'ils ne sont pas sûrs d'avoir de l'eau pour le faire. Parce qu'ils vont arroser le pois s'il y a besoin d'arroser le pois, ils vont arroser les pommes de terre et les betteraves parce que ça arrive sur le mois de juillet et le mois d'août. Et au mois de septembre ou au mois d'octobre, s'il faut arroser les haricots verts, il n'y aura plus d'eau ou pas d'eau. Donc ils préfèrent retirer les contrats, donc les industriels ne trouvent pas le contrat. Pareil en semences, si vous n'avez pas de sécurisé de l'eau, on ne vous donnera pas les semences de base parce que ça coûte trop cher pour ne pas les récolter. Oui, là on est assez au clair par rapport à ça. Donc, il nous semble même que l'approche au niveau des semences est sans doute un des critères de priorité. On aura l'occasion d'y revenir quand on parle un peu des priorités aussi d'affectation de la ressource. Donc, alors, j'ai dit la partie économique. Après, il y a toute la partie, je dirais, accompagnement des agriculteurs dans la mise en conformité par rapport à la réglementation, c'est-à-dire les déclarations de forage, les compteurs, les OUGC. Les chambres d'agriculture portent la majorité des OUGC en France, qui permet aux agriculteurs de se mettre en conformité pour faire une déclaration préalable de volume utilisable et derrière, en fin d'été, de faire la déclaration du volume consommé, sachant que si la demande exprimée par les agriculteurs est supérieure à la disponibilité, on fait une gestion pour diminuer l'emblavement, pour essayer d'ajuster, pour ne pas se retrouver avec des parcelles qui ne seront pas irriguées. Et donc ça, c'est le... Monsieur le vice-président, bon, on connaît tous assez bien le sujet. Il y a des chambres qui font très bien leur boulot, il y en a d'autres qui le font un peu moins parfois. On a quand même là aussi des disparités qui sont assez importantes. Oui, mais la Chambre d'agriculture France, c'est l'émanation de 90 chambres départementales, en gros. Chaque chambre départementale a sa propre autonomie. Ce n'est pas nous qui allons faire les gendarmes chez eux. On va leur apporter les moyens de faire un certain nombre de choses, les accompagner dans certaines démarches. S'il y en a qui veulent conduire sans permis, c'est leur problème. On n'a pas autorité à les obliger. Par contre, on met les moyens pour les essayer de les mettre en conformité, de les accompagner sur le plan national avec les départements ou en région suivant l'échelle du besoin. Oui, il y a des hétérogénéités, mais ça, bon, on n'est pas une structure descendante, on est une structure montante. C'est le terrain qui commande, même si après derrière on a quand même quelques orientations à donner ou accompagnement, mais on ne peut rien imposer, on ne peut pas imposer une OIGC dans un département, on ne peut pas imposer une gestion dans les départements. C'est pas les chambres d'agriculture, c'est pas comme ça. Parce que dans l'amélioration de la connaissance de la ressource, on est tous d'accord sur l'enjeu stratégique derrière ça. Mais l'amélioration de connaissance de la consommation, c'est aussi un élément qui est déterminant. Alors le système qui a été mis en place a permis de monter en puissance à ce niveau-là, mais là également, sur les prélèvements, on a encore aussi des écarts qui sont assez importants. Oui,
Alors, il y a 22 ans, quand je suis arrivé en poste à la Chambre d'agriculture, mon premier chantier, ça a été de faire le tour du département pour expliquer aux agriculteurs en Provence qu'il fallait déclarer les forages. Et j'ai retrouvé des collègues à moi que je n'avais pas vus depuis 10 ans, ils m'ont dit, mais André, tu es fou, quoi là. J'écoute, tu fais comme tu veux. On arrive avec une procédure simplifiée, peu coûteuse. Si tu veux rentrer dedans, tu rentres. Tu veux pas rentrer, tu rentres pas, tu te débrouilleras. Après, quand ils se font rattraper, on a quelques cas où ils ont voulu jouer au dur, et puis le jour où ils se font rattraper, après, ils prennent leurs responsabilités. Nous, en tant que Chambre, on a mis en place la procédure pour leur permettre de se mettre en conformité, de façon simplifiée sur le plan administratif, parce que c'est un carcan administratif si vous devez faire vos déclarations, et de le faire à moindre coût, parce que ça aurait coûté pour chaque exploitation 1 500 €, là ça avait coûté 100 ou 150 € par exploitation. Donc on a permis ça. Maintenant, oui, on a énormément de dossiers d'agriculteurs qui ont déclaré leur forage, on sait les géolocaliser, on sait le forage qui est utilisé l'année 2023 ou 2024, parce que tous ne sont pas utilisés, et on sait le volume après. Pour ceux qui font la déclaration. Après, moi, il y a encore des agriculteurs. Il y a des gens qui roulent sans permis, il y a des gens qui font autre chose. On n'est pas capable de. Non plus, on n'est pas gendarme, nous. Hein. C'est bien l'État qui doit faire son rôle. Peut-être que plutôt que de venir contrôler ceux qui sont déclarés, c'est d'aller chercher ceux qui ne sont pas déclarés. Mais ça, c'est un autre problème. Il faut les aider. Et après, il y a bien sûr tout le rôle des chambres d'agriculture, je dirais, le rôle de représentation de la profession agricole. C'est-à-dire que nous siégeons dans toutes les instances du local jusqu'au régional et à l'interrégional et au national, là où il y a des discussions concernant l'eau, dans les PTGE, les comités locaux de l'eau, les SAGE ou autres, les comités sécheresse, parce qu'effectivement là aussi il faut ajuster le niveau, les agences de l'eau et le Conseil national de l'eau. Donc on est le porte-parole, on représente le monde agricole officiellement. Et vous faisiez allusion tout à l'heure au comité de bassin, aux agences de l'eau. Effectivement, il y a pléthore de monde dans cette affaire-là. Il n'y a pas assez de représentants professionnels. Parce que ceux qui payent, ceux qui utilisent, alors ceux qui payent, effectivement, les consommateurs payent, mais on est aussi des consommateurs. Mais les professionnels ne sont pas assez représentés. Voilà. Non, mais je sais que ça peut heurter, mais vous me demandez mon avis, je vous le donne. Quand on passe beaucoup trop de temps à discuter pour des choses qui n'en valent pas la peine, il faut qu'on avance. Pendant ce temps, l'économie nous dépasse. Donc ça, c'est la partie, je risque d'être un peu... Mais tant pis, hein. Mais rassurez-vous, nous aussi. Comment ? Rassurez-vous, nous aussi. Il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Et alors après, effectivement, il y a, pour ceux qui sont à l'irrigation, il y a quand même tout le travail d'accompagnement aux nouvelles technologies, l'étude pour quand on veut installer de l'irrigation sur l'exploitation, on peut les aider. On peut aider aussi au pilotage de l'irrigation. Aujourd'hui, nous avons une station expérimentale qui s'appelle le CRIAM, qui est l'agrométéo et l'irrigation, qui accompagne les agriculteurs pour se former à l'usage des sondes capacitives pour piloter à distance l'irrigation, qui permet à l'agriculteur de voir à quel moment il faut qu'il déclenche l'irrigation et à quel moment il l'arrête, parce que vous le voyez en instantané sur votre smartphone, l'effet de l'irrigation dans le sol, et vous arrêtez quand vous avez atteint la zone de confort de la plante, c'est pas la peine d'en mettre plus longtemps. Par contre, ça veut dire qu'il faudra peut-être revenir plus rapidement, parce que si vous inondez le sol, suivant le type de sol, vous pouvez rester 2 jours d'y revenir. Il y a des sols où vous pouvez en mettre de l'eau toute la journée, il n'y en aura jamais trop, elle va descendre. Donc il faut pouvoir, par contre, fractionner pour que la zone de confort de la plante soit humidifiée à ce moment-là. Voilà en quelques mots sur l'irrigation, au moins les 4 entrées, la technique avant, l'accompagnement des agriculteurs au montage de dossiers, le financement pour mener des investissements, la représentation du monde agricole à différents niveaux et l'accompagnement des techniques d'irrigation. Voilà. Alors, allez-y, mais on y va, oui. Il y a eu certaines annonces, oui, notamment au niveau du plan eau. Donc aujourd'hui, la négociation qui semblerait à peu près cristallisée, c'est que vous participiez à la diminution de la consommation d'eau par hectare. Oui. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il n'y aura pas plus d'hectares qui seront irrigués. C'est indispensable. Donc cette base de négociation vous semble aujourd'hui... Il faut, je vous ai dit, économie, partage et sécurité. Effectivement, il faut qu'on économise, il faut qu'on optimise l'efficience de l'eau, donc diminuer le besoin par tout ce qui peut être fait avant,
rendre l'eau la plus efficiente possible au moment où on l'apporte, mais on sait que par rapport au changement climatique que nous constatons tous, que nous avons mesuré, même s'il pleut autant, il ne pleuvra pas de façon aussi régulière que par le passé, et comme il fait plus chaud à certains moments, la plante comme nous a besoin de plus d'eau à un moment donné. Donc soit on décide de ne pas produire, et on arrête de produire, soit on décide qu'on doit contribuer à la souveraineté alimentaire, et à ce moment-là, il faut pouvoir apporter de l'eau. Et cette eau, permettez-moi quand même de faire un petit 3 chiffres. Il tombe un peu plus de 300 milliards de mètres cubes d'eau sur la France. Nous en consommons 3 milliards l'agriculture pour l'irrigation, c'est-à-dire 1%. Alors, oui, non, mais c'est ça, l'irrigation. Oui, mais monsieur le vice-président, je crois que ça fait au moins 5 ou 10 fois qu'on a déjà entendu ce chiffre. Oui, mais pour tout vous dire, toute l'eau qui tombe, oui, elle tombe sur la forêt, elle tombe sur des prairies, elle tombe, oui, etc. Et elle est consommée aussi par ailleurs, Oui, et elle est dans un cycle qui est continu. Et que quand on revient à la consommation réelle, que ce soit de l'habitant, etc., on va revenir aussi un peu à vos chiffres. Quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? La masse d'eau qui tombe sur un territoire, etc. On a toujours des comparatifs à ce niveau-là, mais très sincèrement, je pense que le fond du sujet, il n'est pas forcément là aujourd'hui. Il est sur la ressource disponible et qu'on peut utiliser les uns. Justement, alors bien plus forte raison, si vous parlez de ressources disponibles, à un moment donné, l'eau qui tombe, elle circule. Il faut savoir en stocker un peu pour la rendre disponible. Je vais prendre un exemple de ce qui se passe chez nous en Provence. Permettez-moi quand même de parler de ma région. Cerre-Ponçon, le Verdon. Sans Cerre-Ponçon, le Verdon, les 2 tiers de la population en Provence n'auraient pas sa place, parce que 80% de l'eau consommée dans la région, c'est de l'eau qui a été stockée et transportée. Vous l'enlevez les aménagements de Cerre-Ponçon et du Verdon, 70% de la population n'a pas sa place chez nous, et vous ne viendrez pas en vacances chez nous. Et ce qui s'est passé la semaine dernière, il y a 10 jours en Italie, oui, c'est ça, ce qui s'est passé en Italie, où effectivement il y a eu des morts, des inondations. S'il y avait eu un Cerre-Ponçon sur le Pô, ça ne se serait pas passé. Parce qu'ils auraient stocké l'eau, ils auraient peut-être passé la sécheresse à un certain moment, et ils auraient moins d'inondations. Parce que la Durance a dévasté la Provence à certaines époques. C'était le fleuve fou, hein, comme le Mistral fou. Aujourd'hui, elle est au moins, je dirais, un peu régulée. Et grâce au stockage, mais l'année dernière, nous avons pu passer, malgré les tensions, à l'abri de la sécheresse, là où on peut arroser. Et cette année, le Cerre-Ponçon est en train de se remplir. On est relativement serein pour passer l'été, même s'il ne pleut pas. Donc il faut mais monsieur le vice-président, globalement, beaucoup de mes collègues ne sont pas fermés aujourd'hui à ce qu'il y ait des retenues collinaires stratégiques qui permettent de freiner l'eau, qui ont aussi des aménités environnementales, mais qui peuvent servir à multi-usages, et notamment agricoles. Ils ne sont pas fermés à ça. Donc voilà, il y a des voies qui peuvent permettre de trouver aussi des solutions qui pourraient être acceptables. Chaque fois que je me promène, que je vais quelque part, et ça m'arrive de temps en temps, je suis effectivement très attiré pour voir les plans d'eau, comme ça. Quand je vais autour d'un plan d'eau, de quelle taille que ce soit, il y a de la vie, il y a souvent des gens qui font du pédalo, des planches à voile, il y a des gens qui pêchent, il y a de la vie. Et là où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas grand-chose. Hein. C'est très sec et ça brûle. Donc il faut aussi se poser la question, comment cette eau qui tombe de façon de plus en plus irrégulière, le climat méditerranéen, qui est notre particularité d'avoir des pluies très abondantes à certains moments, et quelques mois sans précipitation, nos anciens ont su le gérer. Hein, les papes ont commencé, ainsi de suite, Craponne et compagnie, et puis le Cerre-Ponçon et le Verdon. Et donc je pense qu'il y a vraiment besoin de savoir domestiquer l'eau en respectant le milieu. Attention, c'est pas de dire n'importe quoi. Ah, mais attendez, on est les premiers environnementalistes, nous. Hein. Moi, aujourd'hui, mes tuyaux de goutte à goutte, on laisse des fuites à certains endroits pour que les abeilles et les oiseaux puissent boire. Parce que comme avant on arrosait gravitairement, on avait des canaux, le gibier pouvait boire, les abeilles pouvaient boire, et tout le monde était content. On a mis tout ça dans des tuyaux, il n'y a plus de flaques parce qu'il n'y a plus d'aspersion, parce qu'il y a l'aspersion, vous avez un peu de flaques ou des bordures qui sont mouillées. Aujourd'hui, le tuyau il est enterré dans le sol pour limiter le maximum la distribution d'eau pour être la plus efficiente possible à la plante. Mais pour satisfaire les besoins du gibier et des abeilles, il y a des endroits où il y a des fuites. Oui, sauf qu'on ne peut pas mettre du goutte à goutte partout, quoi. C'est-à-dire, il y a des cultures qui valorisent le goutte à goutte parce que c'est quand même plus coûteux qu'une irrigation. Oui, mais il faudrait. Mais bon, le goutte à goutte, il est pour les fruits, les légumes, mais pour les grandes cultures, c'est plus compliqué, quoi. Alors, j'ai fait du maïs semence pendant des années et j'arrosais tout au goutte à goutte. Les multiplications de semences, vous pouvez les conduire au goutte à goutte. Même si vous devez à un moment donné passer éventuellement une fois ou deux de l'aspersion par-dessus, parce qu'à un moment donné, il faut pouvoir redonner une ambiance humide à la plante, parce que le goutte à goutte ne suffit pas pour les questions de vie du pollen. Mais sinon, vous pouvez. Et il y a certains pays qui le développent, qui le pratiquent. Donc je ne dis pas que ça va, il faut
imaginé qu'on va mettre du goutte à goutte partout. Mais là aussi, on peut, je veux dire, quand on voit les nouvelles technologies où les tracteurs avec les GPS, ils passent toujours au même endroit, vous avez vos tuyaux qui sont enterrés, vous êtes en non-labour et vous pouvez arroser y compris les céréales de vin. Je sais que ça risque de choquer, mais c'est pas encore le... Mais ça peut. Parce que les technologies, si vous avez du labour, vous passez partout avec le tracteur, vous ne pouvez pas. Vous voyez, les tracteurs avec des passages bien précis, où ils repassent toujours au même endroit, vous avez une bande de culture, vous avez vos tuyaux enterrés à 50 cm de profondeur, et vous apportez l'eau. La vigne, on vient de planter sur les parcelles expérimentales, de la vigne avec du goutte à goutte enterré à 80 cm de profondeur. Parce que si vous le mettez en surface, les racines restent en surface. Donc après, quand ça sèche, c'est fini. Alors que là, vous mettez l'eau à 80 cm en profondeur, vous faites la liaison, l'humidité remonte et les racines vont chercher. Et en plus, si vous mettez au pied des vignes un couvert végétal qui empêche l'évapotranspiration au pied et que l'interrang est enherbé et que vous le tondez, vous avez un écran thermique. Donc, je veux dire, les techniques, on a encore beaucoup de choses à comprendre, à imaginer et à construire. Parce que oui, il va falloir trouver des solutions. Mais la solution, ce n'est pas de dire moins d'eau. Cela, je ne suis pas d'accord. Moins d'eau à l'hectare, oui, mais moins d'eau, pour si on veut arriver à produire, certains préconisent quand même de faire procéder à des changements de culture. Oui, mais si vous faites des cactus, c'est pas très... Non, mais bon... et oui. Quand on nous dit que le maïs prend l'eau quand justement il y en a moins l'été, certains disent qu'il vaut mieux faire du sorgho. Oui, mais faire le sorgho, voilà. Le sorgho à l'hectare, le sorgho... Hein? Pardon? C'est ce qu'on entend. Enfin, oui, mais le sorgho... Est-ce que vous pensez que c'est une solution? Le sorgho, c'est pas une solution. Ça peut être... Non, mais le sorgho, ça peut, sur des parcelles qui ne peuvent pas s'arroser, ou si elles n'avaient pas d'eau, et puis vous verrez bien ce que vous allez récolter. Par contre, quand vous faites du maïs, l'énergie que vous produisez à l'hectare, ça n'a rien à voir avec du sorgho. C'est bien ça qu'il faut réfléchir. Qu'est-ce qu'on veut sortir comme valeur, comme énergie? Parce qu'il faut tout ramener à l'énergie, et c'est bien le maïs qui est le plus efficient. Alors je sais que je suis provocateur en disant ça, mais c'est un peu esprit. Mais je ne veux pas mettre du maïs, chez nous, il n'y en a pas. Mais on s'aperçoit que malgré tout, à un moment donné, peut jouer un rôle particulier. L'évolution des semences aussi, l'approche sélective, etc. Et on voit que chaque domaine peut permettre de gagner en performance et avec des consommations moindres. C'est pour ça que la recherche est importante. Alors effectivement, là, on fait un bond, si vous permettez, sur le Varenne. Effectivement, l'axe 2 du Varenne, c'était la recherche. Effectivement, on attend que ça s'accélère. Et au passage, nous générons la profession agricole via les fonds CASDAR, c'est-à-dire la contribution. Et nous allons générer cette année en gros 150 millions de recettes et nous avons un droit d'usage de 125. Il y a 25 millions qui ne seront pas utilisables, sauf à mener des... Oui, cette recette est générée par un pourcentage du chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires de l'agriculture ayant augmenté en 2022, la recette prévisionnelle du CASDAR sera de 150 millions. On était à 135 millions d'usages de droits de crédit il y a quelques années. En 2020 ou 2021, au moment du Covid, on a dit ça va baisser, donc on a eu droit plus qu'à 125, alors qu'on a continué à générer 135. L'année dernière, on a généré 142, et cette année, on va générer 150. Donc on a 25 millions de marges qui sont des contributions du monde agricole. Il est grand temps de les flécher sur des opérations d'expérimentation et de recherche dans ce sens-là, l'adaptation au changement climatique. Donc c'est reparti dans les caisses de l'État et vous n'en êtes pas bénéficiaire. Pour l'instant, l'année dernière, le ministre a pu en récupérer une grosse partie. On a quand même 20 et quelques millions qui traînent des années antérieures qui n'ont pas été utilisés. Et là, on va générer 25 millions. Donc effectivement, on ne demande même pas une contribution supplémentaire à l'État, si ce n'est de récupérer l'argent que nous avons généré. C'est pas une dépense. Alors oui, c'est une dépense supplémentaire pour le budget de l'État parce qu'il les a encaissés, mais c'est quand même nous qui les avons générés. Donc si on peut les récupérer et augmenter les travaux pour accompagner les agriculteurs ou mener des travaux de recherche pour trouver des pratiques ou des variétés ou des conduites qui vont faire qu'on sera moins exigeant en eau ou plus efficient avec moins d'eau, on peut le faire. Oui, bien sûr. Il y a toujours eu un plafond de dépenses au niveau du CASDAR? Et oui, on est plafonné, pour l'instant, on est plafonné à 125 millions. D'accord. Et en plus, les comptes affectés, qui sont le compte Chambre d'agriculture et ACTA, et les instituts, on est bloqué et on a une inflation que personne ne conteste, tout le monde sait que ça a augmenté, et on est bloqué au même montant qu'il y a 10 ans en arrière. Il faudrait quand même qu'on puisse revaloriser, et là, ça simplifierait les choses, parce que
Aujourd'hui, on nous dit on va lancer des appels à projets. Les appels à projets, c'est extraordinaire, mais ça demande un temps pas possible pour les préparer, pour les répondre. Il faut les examiner, et après, derrière, éventuellement, on est retenu, on reçoit les sous. Oui. Là, on est en capacité, je pense que je viens de démontrer, au moins sur ce sujet, mais on pourrait faire pareil sur bien d'autres sujets, que les chambres d'agriculture, on est au contact des agriculteurs pour accompagner, et que dans ce qu'on avait en dotation il y a 10 ans, on est au même montant. Monsieur le vice-président, par rapport à ça, parce que... On s'écarte un peu du sujet. Mais non, pas tout à fait, parce que derrière les moyens alloués pour accompagner l'évolution du modèle, ça en fait partie. Il faut être très clair. Et c'est des stratégies qu'il faut trouver qui soient... Mais dans un monde idéal, il y aurait aujourd'hui une contractualisation affirmée avec les régions qui permettrait de mobiliser à bon escient les fonds qui sont disponibles. Les vôtres, entre guillemets, au niveau du CASDAR, mais pas exclusivement. Quand on voit la contractualisation aussi européenne qui peut se faire en fonction de la programmation des régions, c'est aussi des effets leviers supplémentaires. Ça permettrait peut-être de faire un peu moins d'appels à projets, mais de créer des enveloppes plus disponibles et plus agiles pour intervenir sur des politiques contractualisées au niveau régional. Qu'en pensez-vous? Oui, sur la partie recherche et développement. Oui, peut-être, oui, pas que. Financement des process, de l'irrigation de qualité, etc. Ça peut passer par là. Justement, alors, vous m'attendez de très belles perches, monsieur. Parce que voilà, nous utilisons aujourd'hui pour développer les réseaux d'irrigation, la structuration des réseaux, les fonds du FEADER, qui sont autres que la PAC recyclée. On a eu pendant quelques années, et nos collègues espagnols, polonais, portugais et autres, ont su utiliser les fonds du FEDER, ce que vous parlez tout à l'heure. Et nous, la France, on n'y va pas, et il n'y a plus de programmation. Donc s'il y a quelque chose à faire, parce que c'est bien de mettre la fibre optique, de faire des autoroutes, des aéroports, et le FEDER, tout ce que vous voudrez. Mais je veux dire, la sécurité... Il en faut. Mais sécuriser l'eau sur les territoires. Et pas que pour les agriculteurs, pour tous les usages. Pour la consommation humaine, pour la sécurité incendie, pour les loisirs. Sécuriser l'eau sur les territoires, ça me paraît quand même être quelque chose qui va devenir prioritaire. Alors il faudrait qu'on puisse remettre dans la prochaine programmation du FEDER la sécurisation en eau sur les territoires. Ça veut bien dire que ça va à tous les usages, pas qu'aux agriculteurs. Et effectivement, certains aménagements multi-usages pourraient être financés avec du FEDER, et la partie purement agricole, c'est-à-dire le maillage ou destination des agriculteurs, avec du FEADER. Parce que le FEADER, c'est quand même de la PAC qu'on a recyclé. Pourquoi avec la PAC recyclée, on ferait l'aménagement des territoires? Parce que quand je fais un réseau d'irrigation multi-usage, je le finance avec du FEADER et je sers les collectivités. Je veux dire, la PAC, ok, je veux bien qu'on la redistribue. Et alors après, je vais un peu plus loin, parce que vous avez parlé des collectivités. Et une forme la plus aboutie d'économie d'eau, c'est l'agrivoltaïsme. Je vous ai dit que j'avais une serre photovoltaïque chez moi, ça fait 5 ans. Et sous une serre photovoltaïque, on réduit considérablement le besoin en eau et l'exposition au risque. Et bon, ça, c'est la partie agricole. Mais l'agrivoltaïsme, ça a aussi une vertu, c'est que ça génère une taxe qui s'appelle l'IFER. Donc si vous prenez l'IFER que je génère avec mes aménagements agrivoltaïques, qui vont me permettre de me protéger des dérives climatiques et de réduire ma consommation d'eau, et que vous affectez l'IFER que reçoivent les collectivités territoriales comme levier pour aller chercher du FEDER pour faire de la structuration, vous pouvez financer l'aménagement du territoire en sécurisation en eau sans contribution de l'État français. Voilà. La loi le prévoit. Vas-y. Non. Mais du coup, sur la grille photovoltaïsme, il y a eu une forme de clarification législative récemment. Tout à fait, mais c'est en train d'avancer énormément. Heureusement, Dieu merci, il faut qu'on aille vite. Demander à mes collègues s'ils ont peut-être des questions à cette étape de l'audition. Parce que là, on est parti un peu, mais bon. Madame Blatrix. Oui, merci Président. Merci beaucoup, Monsieur le Vice-président, pour ces éléments. Sur la question de la protection des captages, parce qu'on voit bien que c'est un sujet qui monte, il y a des captages prioritaires où là, en effet, il y a un travail qui est fait pour protéger les captages, mais bon, on a eu le problème S-métolachlore, on aura d'autres sujets qui vont arriver. Donc, comment, à votre avis, est-ce qu'on... Je crois qu'on nous a dit que c'était seulement 3% des surfaces agricoles. Est-ce que vous nous confirmez ce chiffre? Et comment est-ce que vous voyez cette protection des captages? Et avec quelle contrepartie pour la profession agricole? Alors,
effectivement, je pense que la surface qui est concernée par les erreurs de périmètre de captage, je n'ai pas le chiffre exact, mais je pense que vous êtes dans le vrai. Ça reste une partie minime. Seulement, ça concerne quelquefois une exploitation complète. Ce n'est pas 3% de la SAU répartis à 3% chez tout le monde. Pour certains, ils peuvent être complètement dans le périmètre. Et si on leur met trop de contraintes, déjà que c'est quand même pas évident, parce que si c'était si facile que ça, il y aurait plus d'installations, il y aurait moins de départs et moins de suicides. Donc effectivement, il faut trouver des moyens pour que ceux qui doivent, parce qu'ils sont positionnés sur un périmètre qui est d'intérêt général, les accompagner dans des pratiques. Et je dis bien les accompagner, moi je suis plutôt favorable à la carotte qu'au bâton. Parce que quand on envoie des contrôleurs chez les agriculteurs, ça coûte très cher. Quand on met des PV, ça coûte cher. Et c'est pas très pédagogue. Par contre, quand on accompagne sur des... On met en avant, et je veux dire, la loi accompagne, enfin, la fiscalité accompagne ceux qui sont passés en bio et ceux qui sont sortis du glyphosate. Pourquoi ne pas mettre en place des systèmes de crédit d'impôt pour ceux qui ont des pratiques vertueuses et les accompagner à investir dans des matériels ou des pratiques qui vont leur permettre de répondre à cette exigence-là. Voilà, pour moi, le chantier. Alors, je suis d'une région où le problème des captages de périmètre, vous savez, dans le sud de la France, c'est pas majoritaire, c'est pas notre problème. Il y en a quelques-uns, mais ça reste très marginal. Alors, effectivement, il y a aussi des molécules qui ont été utilisées à une époque qui ne le sont plus aujourd'hui. Mais on sait que ça peut mettre des fois 10, 15, 20, 30 ans avant de se résorber, parce que c'est quelque chose qui est très long. Alors, on le déplore tous. On a tous fait des erreurs, le monde agricole comme les autres parties de la société. Moi, je fais partie d'une génération, on est certains nombre ici autour de la table. Quand on était gamin, l'amiante, un grand peu, on nous en faisait manger des sandwichs, tellement c'était bien. Et on s'est rendu compte que c'était dangereux, quoi. Voilà. Donc, effectivement, on a mis des produits de traitement à une époque. Mais oui, moi, j'ai vu mon père avec le comme ça, respirer le produit tout le jour. Bon, eh bien oui, après, il y a des gens qui ont la maladie de Parkinson. Bon, mon père, malheureusement, il y a longtemps qu'il est mort, mais je veux dire, on ne peut pas faire forcément de relation, mais il y a quand même probablement quelque chose. Oui, on a commis des erreurs, c'est comme les voitures, mais à une époque, ce qui comptait, c'était la vitesse à laquelle elle roulait. Aujourd'hui, on regarde ce qu'elle émet comme gaz carbonique. Donc, même plus que le consomme, ce qu'elle émet. Donc, bien, Monsieur Louis-Jean de Nicolaï. Oui, merci. C'est toujours sur les captages d'eau. Moi, je prends toujours l'exemple de ma commune. J'étais maire d'une commune de 4300 habitants. La consommation d'eau, c'était 300 000 m3 par an. Un agriculteur, c'est 60 000 m3 par an. Donc 5 agriculteurs, c'était à peu près l'équivalent de la consommation d'eau de la population. C'est vrai que l'eau revient sur la terre, etc. À votre avis, pour passer de l'enrouleur, entre guillemets, qui est le truc simple pour l'agriculteur, vers le goutte à goutte, entre guillemets, l'investissement est de combien, la transformation est de combien? Parce que ils vont nous dire automatiquement, c'est impossible à faire pour nous, avec même avec les 140% d'amortissement et autres. Sauf sur les aides, mais c'est pour ça, quel est le montant à l'hectare? Est-ce qu'on peut le savoir? Est-ce que vous pensez que vous pourriez le savoir, ça, ou pas? Je peux avoir des idées de coûts à l'hectare, ça, il n'y a pas de souci. Mais ça dépend de la culture, ça dépend si vous êtes avec des goûts. Maïs, donc 5000 mètres. Ouais, mais on peut vous le chiffrer. Et après, parce qu'il y a le goutte à goutte dans la parcelle, il y a tout le matériel d'amener, de distribution, les électrovannes et tout ce qui s'ensuit. Il y a la main-d'œuvre. Et le travail. Il y a la main-d'œuvre. Mais la question de Louis-Jean, elle est aussi intéressante, vous comprenez, pour nous, parce que même si les chiffres, ils sont effectivement importants, ils seront toujours discutés, etc., mais ça permet de voir globalement ce qu'il faudrait faire pour être dans une gestion optimisée. Et après, ça interroge les politiques publiques, quelles qu'elles soient, pour voir comment on met en place les stratégies d'accompagnement. C'est la même chose pour nous sur le petit cycle, pour dire comment on va résorber les fuites ou amener à un système de performance qui va nous amener à 90% plutôt qu'à 80% aujourd'hui. Vous voyez, c'est la même chose. Parce que, après, c'est pas si simple que ça, parce que le goutte à goutte, vous avez la taille des parcelles. Si vous avez de très grandes parcelles, la longueur, elle est limitée. Il faut pratiquement prendre la parcelle et faire l'étude à la parcelle. Si votre parcelle est un carré ou un rectangle, ce n'est pas le même prix. La même surface. Donc, l'évaluation, même si elle reste une évaluation au niveau national, elle serait intéressante.
Parce que ça permettrait de se dire, est-ce que dans le programme d'accompagnement, la montée en qualité et en performance du réseau, qu'est-ce qu'il faut mettre ou qu'est-ce qu'il faudrait contractualiser au niveau des politiques publiques? D'accord, mais ça, on peut regarder pour donner quelques chiffres de façon précise, parce que moi, si vous me parlez des tomates, je sais vous calculer. Alors, je ne sais même plus le prix parce que c'est plus moi qui m'en occupe. Ça a bien augmenté ces dernières années. Et malheureusement, il n'est pas éligible au programme opérationnel, ce qui est une catastrophe. Et la tomate de Marmande vient avoir son label rouge. Mais ça, pour moi, c'est la tomate d'industrie. D'autres questions? Monsieur Gold. Oui, moi je veux bien poser une question. Vous êtes président de la région, enfin président de la Chambre d'agriculture de la région PACA. C'est une zone qui, finalement, il y a 300 mètres de côte, 300 km de côte sur la région PACA. Ouais. Alors il y a des pays qui ont justement essayé de contrer le fait qu'il manque de l'eau, ont mis en des systèmes de désalinisation. Vous, est-ce que c'est quelque chose que vous avez un jour abordé? Alors, c'est clair que la côte, chez nous, c'est pas trop le domaine de la Chambre régionale, parce que c'est d'abord le tourisme, et c'est surtout l'urbanisation. Bien qu'on ait de l'agriculture sur la côte, sur Nice, où effectivement il y a des horticulteurs sur des petites exploitations, des petites surfaces, mais à forte intensité. Sur la désalinisation, chez nous, c'est pas le problème. Dans le sud de la France, pour l'instant, parce que grâce aux aménagements qui ont été faits par Serre-Ponçon et le Verdon, nous sommes quasiment à l'abri du risque de manque d'eau. Alors je ne dis pas qu'il ne faudra pas y aller, là aussi, mais ce n'est pas notre préoccupation majeure. Parce qu'on a la chance d'avoir un système qui peut-être va évoluer, peut-être qu'il ne satisfera pas demain les besoins, mais pour l'instant, je veux dire, on est surtout axé sur... Alors, arrive quand même la préoccupation de la réutilisation des eaux usées, surtout en zone littorale ou en zone urbaine, parce que le problème, c'est que l'usage agricole, il n'est pas forcément à côté des villes. Et si on regarde le volume qui est généré par les stations d'épuration, vous le regardez sur l'année. Et nous, on a un besoin sur 2 mois. Qu'est-ce que vous faites? Vous stockez l'eau des stations d'épuration, vous me la remontez de 80 ou 100 km pour que je puisse l'utiliser et on ne prend pas l'eau qui passe. Je pense que c'est plus raisonnable de prendre de l'eau qui circule, qu'on l'économise, qu'on stocke quand elle passe pour en garder un peu plus, parce qu'on a la chance d'avoir des précipitations encore. Il y a des pays, alors, pour certains usages, et je pense que là où il y a plus à faire que dans l'agriculture, c'est les collectivités pour les jardins, espaces verts, les stades, lavage des voiries et tout ce qui s'ensuit, ce sont des usages qui ne sont pas des usages alimentaires, parce que quand on est dans de l'agriculture alimentaire, même si on nous dit que c'est sécurisé tous ces trucs, et après il y a le coût, parce que si vous voulez rendre l'eau de station d'épuration utilisable sur des productions alimentaires, le coût, ça va tembler, excusez-moi le terme, ça va coûter cher. Par contre, pour laver de la voirie... Pourquoi vous dites ça? Parce qu'à l'heure actuelle, les sorties au niveau des stations d'épuration, quand les stations d'épuration sont vraiment conformes, etc. Et les résidus de médicaments, vous en faites quoi? Oui. Les résidus de médicaments, monsieur le vice-président, vous les retrouvez déjà dans l'eau que vous prélevez? Non, attendez, elle est diluée. Quand vous mettez l'eau, déjà que le Rhône est bien chargé en tout un tas de matières, hein, et elle est diluée. Alors effectivement, quand j'étais à l'agence de l'eau, je sais qu'il y avait un chantier d'expérimentation de mettre des stations de traitement des eaux usées à la sortie des hôpitaux, parce que là où il y a le plus de résidus médicamenteux, ou je ne sais pas le terme exact, mais c'est bien dans les hôpitaux ou les établissements pour les personnes de soins, quoi. Donc là, effectivement, pour ne pas avoir à traiter complètement tout un volume d'eau de façon très coûteuse, parce que vous devez ozoner l'eau, vous passez par des trucs ultraviolets, ça coûte très cher. Ça va rendre le prix de l'eau qui n'est pas utilisable sur le plan agricole. Non, mais ça peut être valable que pour les grandes cultures, à la limite, les eaux usées. Mais par contre, il y a un coût après pour l'amener des canalisations pour aller jusqu'aux parcelles. C'est ça qui va coûter. Monsieur, moi je fais du blé de qualité et les cahiers des charges m'interdisent d'utiliser des bouts de stations d'épuration, m'interdiront d'utiliser l'eau réutilisée. On me pose même des questions sur la qualité de l'eau du Rhône. Eh oui. Donc. Vous arrosez pas le blé. Ah si. Vous arrosez le blé
Mais cette année, si on a voulu le sauver, madame, on a bien été obligé. On a semé des pois chiches et il n'y aura rien, parce qu'on n'a pas arrosé. Parce qu'il n'a pas plu pendant 2 mois, du mois de février jusqu'à fin avril, le début mai. Oui, mais c'est ça le climat méditerranéen. Mais c'est là où alors, c'est pas ce qu'on souhaite, attention, hein, je ne souhaite pas arroser le blé, parce que ça va nous coûter cher quand même. Parce que quand on a ouvert la borne, quand j'ouvre la borne, hein, ou que j'appuie sur l'interrupteur, ou que je tourne la clé du groupe, je sais que le compteur financier il tourne. Moi, si je pouvais enlever la charge de l'irrigation et le temps qu'on passe à l'irrigation sur l'exploitation, mais qu'est-ce qu'on serait bien, à condition que j'ai le même rendement économique à la sortie. Parce que là où j'arrose pas, je n'ai pas le même rendement. L'arrosage du blé, c'est quand même exceptionnel. Mais on a bien été contraints. Et ce qu'on n'a pas arrosé, ben, vous êtes agriculteur, monsieur, on va courir la peine dedans. Hein. Il n'y aura pas grand-chose. Hein. La moissonneuse ne bourrera pas. Hein. Madame Perrault. Avec le micro, oui. Justement, monsieur, tout à l'heure, vous avez dit, moi, je ne suis pas là pour diriger l'ensemble des chambres d'agriculture. Oui. Chaque chambre d'agriculture fait ce qu'elle a envie de faire. Oui. Vous ne vous concertez pas pour savoir si éventuellement il y a des régions de France où il vaudrait mieux faire telle ou telle pratique pour que vous puissiez réfléchir tous ensemble à l'utilisation de l'eau, justement. Parce que autant je comprends que vous arrosiez vos tomates, mais le blé, peut-être qu'il y a d'autres régions de France qui pourraient faire plus de blé et pas autre chose. Moi, je vois par exemple chez moi, c'est de la craie. Ils se sont mis tous à faire des pommes de terre. C'est normal, ça payait mieux. Ils ont fait des pommes de terre, sauf que maintenant, ils arrosent. Oui. Donc, ça ne va pas non plus. Donc, je pense qu'il faudrait quand même qu'il y ait une concertation générale. Alors, que répondez-vous à cela, monsieur le Président ? Madame, si vous savez me donner les 6 bons numéros au loto, ça m'arrangerait. Parce que moi, la météo, je ne sais pas la gérer. Je la subis. Effectivement, nous avons subi pendant 3 mois des excès de pluie à l'automne. Nous avons eu des inondations sur novembre et décembre. Et on était en déficit hydrique, un déficit de pluviométrie fin octobre. Et on a dépassé au 31 décembre les précipitations en moyenne. On a des champs qui se sont inondés, les cultures sont parties. Et puis au mois de janvier, il s'est arrêté de pleuvoir. Et jusqu'au 15 mai, il n'a pas plu. Et là, les céréales, ils n'ont pas poussé. Les pois chiches n'ont pas poussé. Les pois chiches, vous voyez courir le lapin au milieu. Et après, depuis 15 jours, depuis 3 semaines, il pleut. Et nous avons dépassé les précipitations en 15 jours du mois de mai en moyenne. Et nous sommes le 5 juin ou 6 juin aujourd'hui. Et nous avons déjà dépassé les précipitations moyennes de juin. Ça, c'est sur 3 semaines, fin mai, début juin, dans le sud de la France. Mes collègues qui sont dans le Hauts-de-France, voilà, Hauts-de-France, il y a 3 semaines, un mois, quand on se parlait, ils ne pouvaient pas planter les pommes de terre, ils ne pouvaient pas semer parce qu'il faisait que de pleuvoir, ils ne rentraient pas dans les champs. Et là, il faut qu'ils arrosent parce que ça a séché. Donc la météo, elle est complètement déréglée. Et nous devons, si nous voulons répondre à la mission qui nous est confiée, nous, agriculteurs, de pouvoir vous apporter dans l'assiette tous les jours quelque chose, pouvoir essayer d'atténuer les caprices du climat, de la météo. Et pour ça, il faut qu'on puisse éventuellement évacuer de l'eau dans les parcelles quand il y en a trop. C'est le drainage. Il faut pouvoir en apporter quand il y a un déficit, parce que sinon, il n'y aura pas grand-chose. Comment ? Ah oui, mais bien sûr. Mais non, mais ça veut dire aussi les pratiques. La structure du sol est importante. Ah, mais la structure du sol, alors, effectivement, les couverts végétaux, le non-labour favorise la structuration du sol, la vie dans le sol et tout ça. On voit bien que dès qu'on arrête de labourer et qu'on laisse du végétal, au bout de 3-4 ans, on a une vie, on a des vers de terre, et c'est énorme. Seulement, si vous ne labourez pas, à un moment donné, vous avez des espèces que vous n'arrivez plus à contrôler. Donc la solution, c'est la rampe avec le glypho. Donc c'est pour ça que, je veux dire, moi, les donneurs de leçons qui viennent... Voilà. Non, mais excusez-moi de vous répondre comme ça, mais c'est pour vous montrer que c'est pas si simple que ça. Et là, on a la démonstration. Mes collègues de France, il y a un mois, quand on se parlait, ils me disaient on ne peut pas travailler, on n'arrive pas à planter les pommes de terre, on n'arrive pas à semer les... Monsieur le Président, si vous me le permettez... Oui. Excusez-moi. Mais... Non, il n'y a pas de souci, mais ceci dit, il y a des variations de plus en plus fortes. Oui. Mais en même temps, la stratégie pour une meilleure connaissance au niveau des modèles, même climatiques, etc., il faut conforter avec l'intelligence aussi numérique, etc. Même si on sait que ça sera complexe, il n'en demeure pas moins qu'on peut s'accorder pour que
plus on avancera, mieux on connaîtra malgré tout ces sujets-là, mieux on les maîtrisera. Donc l'approche stratégique, quelque part, dont parle Evelyne, elle est intéressante malgré tout au niveau des cultures. Un des éléments aussi qui manque aujourd'hui, c'est vous êtes dépendant bien sûr des marchés. Vous ne pouvez pas semer et ne pas pouvoir vendre quelque part. Donc il peut y avoir des nouvelles céréales, des nouveaux assolements, mais encore faut-il qu'il y ait le marché derrière. Et là, on a du mal à voir comment ces évolutions sont vraiment accompagnées ou organisées. En d'autres termes, il peut y avoir des nouveaux marchés qui émergent, mais il faut aussi les accompagner. Et derrière cet accompagnement de l'évolution des nouveaux marchés, il faut que les choses puissent se mettre en place correctement. On a vu, par exemple, sur certaines cultures, c'est pas la panacée, on le sait, mais c'est des cultures intermédiaires qui peuvent être intéressantes, comme le chanvre. Bon, le chanvre peut être intéressant. Mais encore faut-il que tout soit bien organisé derrière. Et que le marché soit bien organisé, mais que la valorisation des matières soit aussi bien organisée derrière. Si ce n'est pas bien organisé, ça peut être une très bonne idée, mais on n'y arrive pas. Ah, mais il y a des gens qui s'y sont essayés chez nous, ils ont le chanvre pendant 3 ans au fond du hangar, et puis ils le brûlent. Hein. Et pourtant, ce n'est pas forcément idiot. C'est pas forcément idiot. Mais non, après... Oui, mais... Parce que la filière est organisée chez toi. Il y a une filière qui se met en place derrière. Mais non, attendez, il faut quand même pas qu'on oublie que même si on peut faire tout un tas de cultures, diversification à destination des agromatériaux ou autres, la mission fondamentale, c'est quand même de produire la nourriture. Hein, du blé, du tournesol, des pommes de terre, des légumes, des trucs comme ça. On ne peut pas... effectivement, si vous voulez passer qu'à des cultures sans irrigation, ça pousse bien. Hein. Mais ça ne mange pas grand-chose. Hein. Ça fait des cure-dents. Y a-t-il d'autres questions? Daniel. Vous avez parlé d'agrivoltaïsme. Oui. Moi, je m'interroge sur cette nouvelle pratique. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une pratique qui mériterait d'être encadrée? Parce que moi, je vois par exemple dans mon département, où on a plutôt des fermes familiales, si vous voulez, beaucoup de paysans sont en affermage. Le propriétaire, à un moment donné, si je regarde cette nouvelle pratique, le propriétaire, à un moment donné, peut être beaucoup plus intéressé par le fait d'installer des panneaux photovoltaïques sur son terrain que d'avoir le loyer du fermier. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que c'est une pratique, moi, qui m'interroge. Alors, si vous permettez, il faut déjà dissocier les deux. Il y a ce qu'on appelle l'agrivoltaïsme, qui est la combinaison de la production agricole et la production d'énergie photovoltaïque sur la même parcelle. Et là, serre, ombrière pour les animaux, ou autre, ça permet de combiner les deux. Et la somme des deux est supérieure à 1, et la loi prévoit que ça doit apporter un plus à la production agricole. Limité à 20% de chiffre d'affaires. Comment? Limité à 20% de chiffre d'affaires. Il n'y a pas de, pour l'instant, moi, je n'ai pas de connaissance de limitation de chiffre d'affaires. Je vais vous prendre le cas chez moi. Moi, la serre ne me rapporte rien, puisque j'ai mis le sol à disposition d'un aménageur qui a reconstruit la serre. Pendant 30 ans, il va exploiter la serre, et moi, pendant 30 ans, je bénéficie de la serre gratuitement. Donc, je n'ai aucun retour sur l'énergie. Par contre, j'ai un outil qui coûte 4 millions, qui ne m'a rien coûté. Et ça permet à mes jeunes de travailler dans des conditions de travail qui ne sont passées d'une serre sous plastique, et je n'ai pas du plastique à recycler tous les 4 ans. C'est nettement mieux. Bon. Après, quand vous parlez du photovoltaïque au sol, c'est-à-dire quand il n'y a pas de production dessous, alors là, effectivement, pour l'instant, nous nous sommes opposés à cette pratique-là. S'il doit y en avoir, et malheureusement, je crains qu'il y en ait, il faut qu'on mette un système de régulation sur cette pratique-là. Donc, et la proposition que nous faisons, alors je porte-moi pour l'instant, je n'ai encore pas complètement l'aval de tout le monde, c'est de dire les 5 premiers hectares de photovoltaïque au sol, le propriétaire récupère la totalité de la rémunération. Parce qu'il n'y a plus de production agricole, il récupère la totalité. À partir de la 5e hectare et au-delà, il reçoit un fermage à 1 000 € l'hectare. Et la différence vient dans un GUFA, un groupement financier agricole géré par les chambres d'agriculture sous le contrôle du préfet. Et avec ça, on finance des projets à haut investissement capitalistique ou innovants ou autres, ou les magasins de produits fermiers, au bénéfice de l'agriculture sur le territoire. Parce qu'on va créer de la richesse sur le territoire agricole, et la richesse va partir. Alors que le monde agricole, le territoire agricole a besoin
Donc si on crée de la richesse, alors les 5 premiers hectares, parce que 5 hectares à 5 000 euros, ça fait 25 000 euros, ça fait une retraite correcte pour le propriétaire. Au-delà, et là on va limiter ceux qui sont en train de vouloir acheter 2, 3, 4, 5 hectares pour développer du photovoltaïque et ramasser et rémunérer peut-être des actionnaires du CAC 40. Ça, je ne suis pas tout à fait d'accord. Et je ne suis pas communiste, hein. Je suis pragmatique, je veux que l'argent qui est généré... Non mais je ne sais pas, non mais... C'est dommage. Mais je ne sais pas, mais je veux dire... je ne sais pas, excusez-moi, mais je veux dire, je sors peut-être un peu du cadre, mais moi je considère que l'espace agricole va contribuer à la production énergétique. C'est une manne. Il faut qu'on puisse en ramener au bénéfice de l'agriculture pour installer des jeunes agriculteurs dans des conditions difficiles, permettre des investissements coûteux pour de la transformation, des magasins fermiers, peut-être accompagner la mise en irrigation à certains endroits, parce qu'aujourd'hui, on est limité en moyens pour le faire. Voilà. Et l'IFER, j'ai parlé tout à l'heure, l'IFER qui est généré, c'est les collectivités qui le récupèrent. Et il faut que l'on réinjecte sur le territoire, parce que c'est une richesse qu'on va créer sur l'espace agricole et rural. Il faut que cette richesse-là revienne au bénéfice de ce territoire. J'ai absolument rien contre les stades et les crèches et tout ce que vous voudrez d'autre, mais il faut que ça revienne au territoire agricole. Voilà. Excusez-moi. Non, mais ça nous intéresse aussi. Hein. On va, bien sûr, hein. Il n'y a pas de souci, on va réinterroger un peu le sujet. On m'a taxé de révolutionnaire, mais non, moi je suis pragmatique. Oui. C'est tout. D'autres questions? Monsieur Breuillet. Non, je veux bien, j'écoute votre plaidoyer pour le monde agricole qui est construit et solide. Non, monsieur Breuillet est un écologiste. Moi, je suis écologiste, hein, donc ne me dites pas que vous ne l'êtes pas, puisque je vous ai entendu dire l'inverse, que vous étiez un des meilleurs défenseurs de la nature. Mais en vous écoutant, Monsieur le Président, on mesure à quel point les perturbations du cycle météo et du cycle climatique vous impactent. Tout à l'heure, j'ai réagi quand vous parliez, il y a un peu trop de monde dans les PTGE, tout ça, des gens, parce qu'ils ne font pas l'agriculture, mais j'ai réagi parce que c'est quand même à 80% les consommateurs qui payent les sujets de dépollution. Moi, je suis un francilien. Par exemple, le CEDIF va consacrer 1 milliard à la dépollution de l'eau. Ce n'est pas qu'un problème d'agriculture, hein. C'est un problème de dépollution de l'eau. Mais quand même, il n'empêche que je me dis, cette dépollution, si on était capable de mettre cet argent dans la production, on parlait des zones de captage, d'étendre des zones de captage mieux produites, et de rémunérer, vous produisez de l'eau qu'on mange, hein, il y a l'eau qu'on boit, et vous produisez de l'eau qu'on mange à travers l'alimentation. Donc moi je me dis, j'aimerais mieux quand même qu'on essaye d'éviter d'avoir à dépolluer. Et du coup ma question est la suivante, comment vous voyez avec cette crise climatique qui s'aggrave, cette tension sur les pesticides, les herbicides, qui sont un problème de santé publique qu'on ne peut pas nier non plus, comment vous voyez les évolutions? Et est-ce qu'il n'y a pas des mesures, moi je suis très favorable, à des mesures d'accompagnement qui permettraient que nous n'ayons pas en aval à traiter des sujets et par ailleurs à avoir des affrontements entre les citoyens qui, alors que les agriculteurs les nourrissent, disent ils nous punissent aussi par l'usage de ces pesticides, etc. Donc je pense je me permets de dire ça parce que je vous ai senti très défenseur, c'est votre rôle, du monde agricole, mais je pense qu'en fait, on a un sujet collectif qui est d'avancer sur un meilleur partage de la ressource, une diminution des intrants, des pesticides, des herbicides, une meilleure protection de la santé et sans doute des circuits courts. Et sur le maïs, je n'ai pas forcément la même appréciation que vous parce qu'on en exporte quand même beaucoup et on l'utilise. On en importe, alors là. On en importe beaucoup aussi. On en importe beaucoup. On en importe beaucoup, mais on en exporte beaucoup aussi. Ne me dites pas le contraire. Mais ça rentre dans je sais plus, 300 et quelques fabrications en cosmétique, en pharmacie, en alimentaire et tout, parce que c'est une source d'amidon et autres énorme. Oui, voilà. Donc, mais c'est pas tellement pour l'alimentation. Mais enfin, bon, passons. Si, l'alimentation du bétail, etc. Oui, mais le bétail. Et revenons sur la première partie. Mais je reviens là. Oui, je voulais pas venir sur le maïs. Mais c'était pour allumer les mèches. C'était, bah oui. Non, mais on aime bien les uns les autres. Quand on est là, on aime bien les mèches aussi. Pour répondre par rapport à votre préoccupation, comment on peut rendre l'agriculture moins impactante? C'est ça la véritable question. Bon. Alors effectivement, on a eu le Varenne. Il y avait 3 thèmes dans le Varenne. C'était comment on accompagne les agriculteurs en cas de sinistre face au changement climatique. C'est le système assurantiel qui se met en place, qui a encore besoin d'évoluer.
mais qui est déjà un grand pas. Deuxièmement, le volet 2 du Varenne, c'est comment on améliore la performance de l'agriculture en intensifiant les travaux de recherche pour qu'on ait des variétés résistantes, des cultures qui soient capables de tolérer telle ou telle maladie ou tel ravageur. Et tout ça, c'est en train de se mettre en place. Il y a des variétés, il y a des espèces qui sont plus ou moins résistantes que d'autres. Comment, par des pratiques qu'on va mettre au point, on peut arriver à améliorer encore les choses. Comment, avec la robotique et l'agriculture de précision, on va diminuer, probablement peut-être pas complètement supprimer, mais diminuer fortement, peut-être ne pas faire recours au désherbant chimique, parce que la technique le permet. Aujourd'hui, quand vous avez la possibilité de semer au centimètre près, d'aller ressemer la rangée juste à côté, 2 mois après ou 3 mois après, ça c'est quand même une révolution. Quand vous avez des caméras qui sont capables de détecter la plante et de passer autour du pied de salade ou autre, c'est des évolutions. Seulement ça nécessite encore des travaux de mise au point et de vulgarisation auprès des agriculteurs et l'accompagnement à l'investissement. Parce qu'effectivement, c'est des joujoux qui coûtent cher. Et nous, on a fait venir un robot dans le champ de tomates. Effectivement, il avance seul. Bon, il y a encore beaucoup à faire évoluer. Mais quand on vous annonce le prix, vous partez, vous dites c'est bon, quoi. Hein. Parce que c'est pas... Alors, effectivement, il faut payer la recherche. Les gars, ils travaillent pendant des années avant d'avoir l'outil qui correspond. Ils veulent vous faire payer sur les premiers modèles, tout ça. Donc, il faut qu'on trouve le juste... Oui, la technologie, le numérique, le robotique, l'agriculture de précision, tout ça, ça va contribuer à diminuer l'usage de certains désherbants en particulier. Les variétés résistantes ou tolérantes aux maladies aussi. On voit bien qu'aujourd'hui, par des évolutions de sélection, de croisement, et je ne parle pas d'OGM, c'est les NBT, les nouvelles technologies qui accélèrent. Qui permettent d'aller plus vite, parce qu'on l'a utilisé pour trouver le vaccin pour le Covid. Pourquoi on ne l'utiliserait pas pour avancer sur les plantes, pour se débarrasser de certains ravageurs? Il y a certaines espèces aujourd'hui qui ne sont plus sensibles au virus, parce que sur un plant de melon, par exemple, alors il faut y aller avec une loupe pour le voir, la tige, c'est que des fils. Donc le puceron, il ne peut pas les piquer. Donc la vireuse ne se propage plus. Voilà. Mais ça, c'est des trucs qui ont été mis sur le melon que je connais. Pareil sur la tomate, on a aujourd'hui pu développer la production bio ou diminuer le traitement parce qu'on a des variétés résistantes et qui restent au champ en capacité d'être récoltées 3 semaines. Mais ça, c'est bien la recherche qui nous l'amène. Donc là, il faut que l'État remette de l'argent pour financer de la recherche fondamentale, accompagne la recherche de haut niveau, et que derrière nous, on puisse, avec les moyens que nous générons, poursuivre. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus les moyens de ce côté-là. Par contre, on sanctionne. Qu'est-ce qui se passe à la fin à force de sanctionner? On se retrouve que certaines productions disparaissent de l'échiquier français, et on va vers une simplification, vers quelques cultures qui ont encore les technologies, qui ont encore les moyens de produire, parce qu'effectivement, elles gardent les moyens de se protéger. Il y a un certain nombre de légumes qui ont disparu de France, parce qu'il n'y a plus les moyens de les protéger. Oui, c'est le problème des clauses miroirs aussi, hein, qui sont posées aussi à ce niveau-là. Voilà. Il y a une question peut-être, parce qu'on a brossé pas mal... Excusez-moi, j'ai dérapé peut-être, mais... Non, pas du tout. Bien au contraire, parce que on sait qu'on est dans une globalité aujourd'hui, hein, quand on parle de ces sujets-là, et donc il n'y a pas de problème. Donc il y a une question qui nous intéressait sur l'usage agricole de l'eau dans le cadre de la concertation du pacte et loi d'orientation agricole. Donc est-ce que vous avez des éléments par rapport à ça, puisque c'est en cours de négociation? Je vais prendre l'exemple que je connais bien chez moi, en région sud. Il y a eu 3 groupes de travail, il y en a un sur l'installation, un sur la formation et un sur l'eau et l'adaptation au changement climatique. Le groupe qui travaillait sur l'adaptation au changement climatique et la gestion de l'eau, à lui tout seul, a fait plus que les 2 autres groupes. Donc c'est bien la preuve qu'il y a une sensibilité très forte du monde agricole au changement climatique et à la gestion de l'eau. Je crois que c'est combien? C'est 11 régions sur 13, je crois, 9 régions sur 13 qui ont mis la problématique de l'eau en avant. Parce qu'effectivement, c'est bien le problème majeur. Parce qu'il y a des sujets sur lesquels c'est difficile d'agir. Par contre, les paysans ne comprennent pas que quand il y a de l'eau, on ne puisse pas la stocker pour l'utiliser quand elle est nécessaire.
Et ça, c'est ça le vrai... Ne comprennent pas, vous voyez, ruisseler d'eau. Alors, je n'ai pas l'article, mais il paraît qu'il y a un article hier dans la presse chez nous, alors c'est pas le national, mais c'est le régional, qui vante le mérite des particuliers qui rééconomisent l'eau et qui désimperméabilisent leur sol et qui stockent l'eau de pluie. Bon, mais c'est formidable. Eh oui, mais c'est formidable si un particulier met 5 mètres cubes d'eau au bas de ses gouttières. Mais un paysan qui veut faire un trou sur 5000 mètres dans son exploitation pour alimenter 4 ou 5 hectares, on prend l'exemple d'un éleveur. Un éleveur, il a 50 vaches, 50 hectares. Il fait que du foin, il ne passera pas. Il va laborer 4 ou 5 hectares de son exploitation. Il va faire une retenue de 5000 mètres sur ces 5 hectares. Avec ça, il va produire la plante magique, qui est le maïs, ou des betteraves, et il aura son autonomie fourragère. Parce que celui qui fait que du foin, quand il ne pleut pas, eh bien, il a recours au foin espagnol. Mais comme cette année, il n'y a plus de foin en Espagne, je ne sais pas ce qu'on va leur donner. On a la chance, il pleut, on n'a jamais autant d'herbes qui poussent que cette année. Voilà. Sur la zone concernée par l'élevage, cette année, il y a énormément de foin. La pousse de l'herbe est à 15% au-dessus de la moyenne des 5 dernières années. Donc, on va un peu respirer. Mais là aussi, je veux dire, il y a moi je connais des agriculteurs qui chaque année râlent après le temps. Ils sont en train de pleurer pour avoir des indemnités et calamités sécheresse. Au passage, je vous rappelle que les 2 tiers, depuis 15 ans, les 2 tiers du fonds de calamité agricole versé aux agriculteurs, c'est par rapport à la sécheresse, et que 80% de ces indemnités-là sont versées aux éleveurs parce qu'ils n'ont pas assez de foin pour nourrir leurs bêtes. Alors que s'ils prennent 10% de leur surface de leur exploitation et qu'ils font une culture pour alimenter leurs troupeaux, des betteraves ou du maïs ou d'autres cultures, qu'ils vont irriguer avec l'eau qui ruisselle, parce que c'est bien souvent de récupérer l'eau qui ruisselle de leur exploitation. Donc ils le stockent, il y a les endroits... mais là, monsieur le vice-président, de toute façon, vous l'avez indiqué quelque part déjà un peu dans vos propos quand vous avez cité l'irrigation que vous pratiquiez, là où vous faisiez les prélèvements, et effectivement vous revenez au niveau du ruissellement. Je pense qu'on peut avoir un intérêt à récolter une eau qui ruisselle de manière excessive pour la stocker à bon escient et qu'elle puisse, il n'y a pas de souci. Par contre, une eau qui est prélevée dans une nappe en tant que telle... Mais j'allais y venir, voilà. j'allais y Vous voyez, venir. on est d'accord. Mais je pense... mais vous allez... Même une nappe superficielle. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Vous avez des territoires où vous avez des ruisseaux, vous avez de l'eau qui coule dans des ruisseaux et qui vont dans des rivières. Et vous avez des sols qui sont des sols où l'eau s'infiltre. Il n'y a pas de cours d'eau. Par contre, la nappe, elle est à 3, 5, 10, 15, 20 mètres. C'est une nappe qui se recharge et qui fait ça, chaque année. Quand elle est au-dessus d'un certain niveau, quand une éponge est bien pleine, si vous prenez un peu d'eau, l'éponge, elle existe encore. Et cette eau que vous avez aspirée de l'éponge quand elle est annexée, vous la mettez dans un réservoir étanche, je ne peux pas citer le mot qui fait peur à tout le monde, et vous la reprenez quand vous en avez besoin. Par contre, si vous ne la prenez pas, à un moment donné, elle va ressortir plus loin. Oui, mais vous connaissez le débat là-dessus. Oui, mais la nappe se met sous pression, elle a ensuite des répartitions d'une manière importante sur son bassin versant, elle va rendre aussi des usages, etc. Et que l'eau qui est prélevée, effectivement, qu'on met à ce moment-là, va se dégrader plus vite, elle va s'évaporer aussi pour partie. Donc on voit bien qu'il y a des stratégies plus vertueuses que d'autres, et vous le savez, monsieur le président. La stratégie, suivant le type de sol, si vous avez des sols qui sont capables de vous garder la nappe de façon importante, et que vous pouvez la repomper, c'est le meilleur endroit pour la stocker. Parce qu'elle ne s'évapore pas, elle reste fraîche, mais c'est pas partout. Je veux dire, ça dépend. Il n'y a pas. Je pense pas, je suis même sûr qu'on ne peut pas dire qu'il y ait un modèle. Dans chaque territoire, en fonction de sa pédologie, de son sol. Monsieur le vice-président, vous pouvez être sûr que c'est un des constats qui est posé par la mission. Il n'y a pas de dogme. Et à chaque fois, il faut regarder les territoires. Bien sûr. Mais bon, on est d'accord. Il y a la nappe de Beauce, il y a... Bien sûr. Voilà. Et mes collègues du Hauts-de-France, ils ne comprennent pas qu'on les empêche de prendre l'eau parce qu'ils me disent on va descendre et on sait que pendant l'hiver, ça va remonter, ça va, excusez-moi l'expression, à un moment donné, dégueuler. Et ça crache. Donc pourquoi, à un moment donné, je ne peux pas descendre de 50 cm? Résultat, je ne ferai pas mes haricots. Alors, si effectivement il ne pleut pas, que la nappe ne se recharge pas,
l'année suivante, je ne dégarderai pas la situation. Mais jusqu'à preuve du contraire, chaque année, ça se recharge. Et pourquoi on se dit, mais non, stop. Alors, maintenant, on leur dit, oui, il va falloir pomper pour faire des réserves, et vous la reprendrez l'été. Il y a le coût. D'où la nécessité de bien connaître les nappes. De mais toute façon, c'est une stratégie évidente. Bien. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Rentrées? Excusez-moi si vos propos ont pu vous choquer, mais je parle directement. Non, mais... Merci pour cet échange très intéressant. Et... Ici au Sénat, les débats sont toujours francs, directs, mais très respectueux. Très respectueux, oui. Voilà, il n'y a aucun souci. Vous avez compris que je parle en passionné. Mais voilà, mais nous aussi, on aime ce qu'on fait. Et tout le monde, d'ailleurs, est impliqué. Mais quand même, monsieur, je trouve que vous êtes très, très optimiste par rapport aux eaux du Verdon et tout ça, parce que la semaine dernière, nous avons reçu des Camarguais et ils ont les eaux du Rhône et quand même, ils étaient très, très inquiets parce que ça coule beaucoup moins. Ouais, ça coule beaucoup moins, le Rhône. Et j'étais au bord du Serponçon l'été dernier. Il fallait faire un sacré bout de chemin pour avoir un peu d'eau. Hein. Donc les touristes qui sont autour du Serponçon, ils étaient quand même pas très très contents. Ça c'est l'été dernier. Oui. C'est l'été dernier. Et là aussi, excusez-moi, mais il y a eu des erreurs de gestion de Serponçon. Et on a continué à amplifier les erreurs, puisqu'au mois d'avril, on a commencé à mettre des restrictions, on a commencé à se mettre des restrictions, nous, le monde agricole. Parce que l'eau de la Durance, elle est gérée en bas sur le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône par ce qui s'appelle la Commission exécutive de la Durance, qui est une loi qui date de 1907, qui répartit l'eau entre les usages agricoles et la ville de Marseille. Et quand on a fait la réunion sous l'autorité de monsieur le préfet, l'Adréal a demandé à appliquer ce qui est prévu normalement, puisque le débit réservé de la Durance, il y a 9 mètres cubes secondes du mois de décembre jusqu'à fin mars, c'est 15 mètres cubes secondes du 1er avril au 1er juillet, et c'est 5 mètres cubes secondes du mois de juillet jusqu'au mois de décembre. Nous étions l'année dernière, dès le mois de février, en tension sur ces reponçons. Le monde agricole s'est mis en ordre de marche pour, dès le mois d'avril, réduire ses prélèvements. Et on est quand même allé mettre les 15 mètres cubes secondes dans la Durance du mois d'avril jusqu'au 15 juin, parce que le préfet a fini par nous entendre. On a perdu 3 mètres. 3 mètres. Pourquoi? Pour avoir un débit réservé qui correspondait à un idéal dans une année normale. Mais on est dans une année de sécheresse, on le sait, on le voit, on sait qu'il n'y a pas de neige, et non, on largue quand même de l'eau. Parce que les poissons dans la Durance, ils auraient très bien pu vivre avec 9 mètres. Hein. Ils n'avaient pas besoin de 15. Mais on a perdu 3 mètres. Alors oui, l'année dernière, il y a eu une difficulté. À ce moment-là, c'est parce que le débit réservé est mal calculé. Parce que le débit réservé, il est réservé justement pour préserver le biotope. Oui, mais le problème, c'est que le débit réservé, il s'apprécie sur les 5 ou 6 ou 10 ans en arrière. Vous prenez les références d'il y a 10 ans pour calculer le débit réservé d'aujourd'hui. Je me suis accroché l'autre jour avec l'Adréal et j'ai dit, mais attendez, s'il y a moins d'eau globalement, il va bien falloir revoir la totalité du débit réservé. Il pleut moins, vous avez moins d'eau et vous gardez le même débit réservé. Il y a un problème, à un moment donné, ça ne peut pas fonctionner. Sous couvert qu'on maintient bien le biotope quand même. Oui, mais à 5 mètres cubes secondes, à 5 mètres cubes secondes, il y a la vie. Parce que s'il n'y avait pas ces reponçons, il n'y aurait pas de débit réservé dans la Durance, certainement. Ça, c'est vrai. Donc voilà, donc à un moment donné, il faut... Ça, c'est vrai. Mais non, mais ça ne crève pas à 5 mètres cubes secondes, c'est pas vrai. Non, mais on est en train de dire qu'il faut ajuster le débit réservé. Oui. Mais la préservation des milieux naturels, c'est aussi votre préservation. Oui, mais on est bien d'accord. Y compris le système agricole. Vous savez, après, il y a quand même, on parle beaucoup de l'agriculture et de l'espace rural, mais on pourrait quand même regarder aussi ce qui s'est passé depuis 50 ans, le nombre de mètres carrés qu'on a imperméabilisé, qu'on a bétonné, qui fait une accélération de l'eau à un moment donné, et puis les parkings souterrains qui font qu'on abaisse la nappe. Hein, voilà. Et puis la pollution dont personne ne parle encore, mais un jour ça va sortir, ça va nous, excusez-moi, péter à la figure. C'est qu'est-ce qu'on fait des particules fines de pneumatiques qui sont usées tous les jours. Parce que quand vous achetez un pneu comme ça et qu'au bout de 6 mois il n'est plus que ça, c'est bien passé quelque part. Hein, donc c'est pas ça, c'est pas l'agriculture. Les pollutions dans le Rhône, les 2 principales pollutions dans le Rhône, c'est les PCB et c'est les médicaments. C'est pas l'agriculture.
Donc effectivement, on part systématiquement des phytos parce que c'est facile de dire que c'est les paysans. Mais quand on veut regarder les choses un peu comme il faut, alors là on s'arrête. C'est comme la réutilisation des eaux usées. Moi je dis banco, le jour où vous les mettrez sur vos salades et que les bio mangeront vos salades, on arrosera des salades bio et que vous les mangerez et que vous me garantirez qu'il n'y a pas de problème, je peux y aller. Mais pour l'instant, je ne prendrai pas le risque d'amener les agriculteurs à la réutilisation des eaux usées sur certaines cultures tant que ce n'est pas garanti. Merci. Oui, mais attendez. Merci à vous. Merci. Je m'excuse, mais bon.